Bonjour, et bienvenue sur ma chaîne YouTube Fly in P300. Je vous propose dans cette chaîne dédiée au pilotage de vous permettre d'appréhender, par de courtes vidéos, les différentes notions indispensables au pilotage d'un avion léger. Dans cette vidéo, je souhaite aborder un accident tragique qui s'est déroulé le jeudi 18 novembre 2021 à proximité de l'aérodrome de Moresby et pour lequel le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, vient de publier son rapport d'enquête. Je tiens à signaler que cette vidéo n'a pas pour objectif de rechercher des responsabilités, mais, sous couvert de l'analyse du rapport du BEA, d'en faire ressortir les causes probables et les enseignements clés, afin que demain vous ne vous retrouviez pas dans une situation semblable. Au travers de cette vidéo, nous allons tenter de comprendre pourquoi un pilote, lors d'un vol local, s'est retrouvé en conditions météorologiques marginales, l'amenant à entrer en collision avec une antenne relais à proximité de l'aérodrome de départ. Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021 sur l'aérodrome de Moresby. Le pilote, un homme âgé de 66 ans, titulaire d'une licence de pilote ULM multi-axe depuis février 2019, prévoit de réaliser un vol au départ de Moresby à destination de la Ferté-Gaucher. L'appareil est un TL3000 Sirius, identifié 44 Alpha Whiskey Fox. Il s'agit d'un appareil de type ULM multi-axe performant à aile haute. Selon le fabricant, sa vitesse de croisière est comprise entre 180 et 220 km/h. L'avion est équipé d'une hélice à pas variable de type Constant Speed, d'un parachute de secours et d'une suite Glass Cockpit avec pilote automatique. Sur l'aire de stationnement, le pilote contacte le contrôleur sur la fréquence Tour de Meaux. Le contrôleur lui indique la piste en service, la 16 droite. Il signale au pilote des conditions météorologiques très dégradées, et que selon les informations dont il dispose, seul Meaux est dégagé. L'aérodrome de Coulommiers est bouché, la visibilité à Logne, située au sud-ouest de Meaux est de 200 mètres. Le contrôleur précise également qu'ailleurs, la couche va jusqu'au sol et qu'il y a un risque de baisse rapide de la visibilité à Meaux. Le pilote roule vers le point d'arrêt de la piste 16 droite, réalise les essais moteurs, puis annonce qu'il est prêt au départ. Il ajoute que compte tenu des conditions météorologiques, il modifie ses intentions et va réaliser un vol aux alentours du parc Disneyland de Paris et de la ville de Meaux. À 15h59, le pilote décolle et monte dans l'axe de piste jusqu'à une altitude de 890 pieds QNH. Il engage alors un premier virage à gauche. À 16h28, il informe le contrôleur qu'il n'y a pas de plafond et qu'il va uniquement faire le tour de la ville de Meaux. Le pilote vire ensuite à gauche. Vers l'aérodrome, son altitude est alors de 760 pieds, soit une hauteur d'environ 360 pieds. La vitesse de l'appareil est d'environ 110 nœuds. À 16h01 et 33, le pilote est à une altitude d'environ 630 pieds, soit une hauteur d'environ 230 pieds. Il indique au contrôleur que la visibilité est très faible. Vers 16h02, la dernière position de l'appareil est enregistrée, l'altitude est de 668 pieds. Peu après, l'appareil entre en collision avec une antenne relais dont le sommet culmine à une altitude de 653 pieds. Le contrôleur tente à plusieurs reprises de joindre le pilote, sans succès. Il alerte alors les pompiers et le BTIV, le bureau de transmission des informations en vol. L'épave est retrouvée à une vingtaine de mètres de l'antenne. Des débris sont éparpillés dans un rayon de 50 mètres. Des débris de l'aile gauche de l'appareil sont coincés dans le pylône. L'épave est retrouvée à une vingtaine de mètres de l'antenne. Des débris sont éparpillés dans un rayon de 50 mètres. Des débris de l'aile gauche de l'appareil sont coincés dans le pylône. L'analyse de l'épave par le BEA ne fait apparaître aucune rupture structurelle ou de commande avant l'impact. Toutes les ruptures constatées sont consécutives à l'accident. L'analyse des données du Dynoney Skyview par le BEA indique que l'altitude de l'appareil était, juste avant la collision, de 656 pieds calés au QNH local, la vitesse était de 105 nœuds, avec une inclinaison de 10 degrés à gauche, l'assiette d'environ plus 1 degré. Cela semble indiquer que le pilote n'avait pas perdu le contrôle de l'appareil. Les données moteurs montrent un fonctionnement nominal du moteur. Après s'être intéressé à l'appareil, qui permet d'exclure tout problème mécanique et structurel, le BE a analysé les conditions météorologiques au moment de l'accident. Météo France indique que les conditions météorologiques étaient très hétérogènes sur le département de la Seine-et-Marne. En effet, des brouillards et des nuages bas étaient présents sur une grande partie du secteur. Seule l'extrémité nord du département a connu des éclaircies avec une amélioration temporaire, avant une dégradation générale en fin d'après-midi. L'analyse de la carte TEMSI à 16h locale
montre une situation contrastée, avec une zone A dans laquelle sont présentes des brumes locales, et des stratus dont la base est située entre 1000 et 1500 pieds. Localement, la visibilité est réduite à 1500 mètres. Cette zone s'étend du sud-ouest au nord-est de l'aérodrome de Meaux. À l'ouest, on retrouve une zone de ciel plus clair ou peu nuageuse. À 16 heures, l'aérodrome de Meaux se trouve en limite de ces deux zones. L'attise de Meaux de 15h55 mentionne un vent du 180 degrés pour 6 nœuds. La visibilité indiquée est de 5 km, avec une température de 8 degrés Celsius. Le QNH est à 1032 hectopascales. Le métard de Roissy-Charles de Gaulle, situé à l'ouest, indique, à 16 heures une situation cavoquée avec un vent d'ouest au 270. En revanche, le métard de Melun, situé lui au sud de Meaux, mentionne à 16 heures un vent du 180 pour 4 nœuds, une visibilité de seulement 650 mètres, une température de 7 degrés Celsius avec un point de rosée à 7 degrés. Le QNH sur Melun est de 1032 hectopascales. Au regard de ces informations, à 16 heures, la probabilité d'une dégradation rapide par le sud des conditions de visibilité est relativement forte sur l'aérodrome de Meaux, du fait notamment d'un QNH élevé qui tend à plaquer au sol la masse d'air saturée en humidité, point de rosée égal à la température relevée, favorisant la formation d'une couche de stratus bas poussée par un vent de sud. Cette tendance est d'ailleurs confirmée par les témoignages d'un instructeur de retour d'un vol local et du contrôleur tour en fonction sur Meaux lors de l'accident. L'instructeur explique avoir décollé de Meaux à 15h30 pour un vol dans le secteur nord vers le Plessis-Belleville, puis Château-Thierry situé à l'est de Meaux. Il s'est rapidement retrouvé avec des conditions météorologiques fortement dégradées. Le plafond nuageux se situait par endroits à 800 pieds d'altitude accompagné d'une visibilité très faible. Passant au-dessus de la couche, il a fait demi-tour vers Meaux. À l'arrivée sur Meaux vers 16h15, la visibilité était très faible, au point qu'il a dû utiliser un GPS pour se repérer. Le contrôleur tour en fonction au moment de l'accident indique qu'un autre pilote a décollé à 15h26 pour se rendre à Coulommiers. Le pilote a été contraint de passer au-dessus de la couche nuageuse avant de renoncer et de revenir se poser à Meaux. Compte tenu des conditions météorologiques qu'il pouvait observer, et de celles rapportées par plusieurs pilotes, le contrôleur a tenté de dissuader le pilote du 44 Alpha Whiskey Fox de décoller. Enfin, un second instructeur en voiture à proximité du lieu de l'accident quelques minutes après l'événement, explique qu'un banc de brouillard remontait du sud, et que la visibilité au niveau de l'antenne était de l'ordre d'une dizaine de mètres. Ce même instructeur précise qu'il avait volé plusieurs fois avec ce pilote lors de sa formation, et qu'il maîtrisait correctement les équipements du Sirius. Selon les informations dont il dispose, le BE a établi le scénario suivant menant à l'accident. À 15h59, le pilote qui avait prévu de réaliser un vol en direction de la Ferté-Gaucher, décide de renoncer à cette destination pour cause météo. Toutefois, bien qu'il ait été informé des conditions très dégradées par le contrôleur, il décide d'entreprendre le vol en se limitant à un vol local. La facilité apparente d'un vol local a pu générer un sentiment de confiance de la part du pilote, qui aura sous-estimé les risques liés aux conditions météorologiques. Rapidement, le pilote a très probablement rencontré une zone de brume, ne lui permettant plus de disposer de références visuelles extérieures fiables. Déjà bas, il est alors descendu pour tenter de garder la vue du sol. Bien qu'il connaissait la présence de cette antenne, il est probable qu'il ne l'a pas perçue ou alors trop tardivement du fait d'une faible visibilité. La facilité d'un vol local ne doit pas vous exempter d'une préparation rigoureuse et d'une analyse détaillée de la situation météorologique. Quel que soit le vol entrepris, en tant que commandant de bord, vous devez recueillir un maximum de données météo en consultant, à minima, avant le vol les cartes TEMSI et WinTem, le ou les métars, et TAF de l'aérodrome ou des aérodromes situés dans la zone envisagée pour le vol. On peut considérer que les conditions météorologiques deviennent marginales dès lors que le plafond descend en dessous de 1000 pieds sol ou que la visibilité devient inférieure à 5 km. Même si vous devez en priorité éviter une entrée en IMC, celle-ci ne peut être exclue au cours d'un vol, notamment si les conditions météorologiques se dégradent plus rapidement que prévu. Entraînez-vous régulièrement avec un instructeur à gérer en vol le passage d'une situation VMC à une situation IMC, mais rappelez-vous toujours que la durée de vie moyenne d'un pilote VFR lors d'une mise en IMC est de 172 secondes, soit moins de 3 minutes, et qu'il ne s'agit donc jamais d'une situation d'avenir. Prenez garde à ce que l'on appelle le biais de conformité. Vous ne devez pas entreprendre un vol, même local, si les conditions VFR de jour ne peuvent être garanties durant tout le vol.
Attention à ne pas céder aux pressions extérieures, notamment à l'effet de groupe qui peut vous amener à entreprendre malgré tout un vol par peur de perdre la face. Ne cédez pas à votre propre envie de voler alors que les conditions de sécurité du vol ne sont pas réunies. Renoncer à un vol doit toujours faire partie de vos options de choix. La présence d'un équipement de bord perfectionné de type EFIS, Glass Cockpit, ou simplement votre grande expérience, ne doivent pas vous amener à faire preuve d'un excès de confiance. Entreprendre un vol en conditions météorologiques marginales n'est pas interdit. Toutefois, vous ne devez pas en déduire que vos instruments, ou que votre expérience vous permettent de vous affranchir des règles du vol à vue. Le rendez-vous à destination, le retour de week-end, la proximité de la destination sont trop souvent un facteur aggravant qui pousse un pilote à entreprendre un vol alors que tous les signaux sont au rouge et devraient le faire renoncer. Prévoyez toujours un plan B de sortie tel qu'une option de terrain de dégagement ou un retour par un autre mode de transport. Toutes les options de sortie sont souvent gagnantes, du demi-tour vers son déroutement au parachute de secours en passant par l'interruption volontaire du vol. Et n'oubliez jamais qu'il vaut mieux regretter d'être au sol alors qu'on aurait aimé être en vol, plutôt que de regretter d'être en vol parce qu'il aurait mieux valu rester au sol. Cette vidéo est maintenant terminée. Retrouvez-moi prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains cours.